Orgie. Juste ce mot doit vous faire réagir quand je le prononce. Soit en suscitant du désir, du fantasme, soit au contraire en vous faisant frissonner de dégoût. Parce que c'est de nouveau la mode, les orgies. Comme dans les années 80. Et les gens, quand ils vont à une orgie aujourd'hui, ils ont l'impression de reproduire quelque chose d'ancien. Ce qu'on appelle les orgies romaines. Juste sans la grappe de raisin et les toches blanches. Mais c'était il y a plus de 2000 ans. Et vous savez que je suis passionnée par le sujet de la sexualité. Et je me suis demandé à quoi ça ressemblait vraiment les orgies romaines. Est-ce que l'image que moi j'en ai, et que vous avez peut-être de grands banquets avec des nappes blanches, où tout le monde fait l'amour avec tout le monde, et de la sodomie entre hommes, est-ce que c'est vrai tout ça? Parce que vous savez, l'idée de la chaîne, c'est de se poser des questions. Alors si les orgies romaines suscitent chez vous du fantasme, du désir, ou au contraire du dégoût, restez jusqu'au bout. Parce que paradoxalement, vous allez en apprendre plus sur vous, sur votre sexualité. Déjà, j'ai été étonnée de découvrir que le terme orgie, en tant que mot qui désigne des pratiques de sexe à plusieurs, en fait, ça date seulement de la fin du 18e, début du 19e. Et pas du tout d'il y a 2000 ans. En fait, c'est la littérature, et surtout la littérature française, donc en France, qu'on a utilisé ce terme-là. Orgie pour désigner du sexe à plusieurs. Il y a un extrait de Flaubert que j'aime bien, qui illustre bien cette vision de l'orgie dans la littérature française. Une fête de nuit. Une orgie toute pleine de femmes nues. Belles comme les Vénus. C'est beau, non? Mais si le terme orgie, comme désignant du sexe à plusieurs, c'est quelque chose de plus récent, et qu'avant ça voulait pas dire pratique sexuelle de groupe, qu'est-ce que ça voulait dire? Avant, on parlait en fait de fête orgiaque, ou de pratique orgiaque, orgie, et c'était en fait des fêtes religieuses. En fait, les fêtes orgiaques, elles étaient là pour célébrer l'arrivée du printemps, le renouveau de la vie. C'est ça l'idée principale à l'origine, et pas de faire l'amour, mais de célébrer la vie. Et avant la Rome, parce qu'on parle souvent d'orgie romaine, c'était la Grèce qui faisait des pratiques orgiaques. Alors ici, on va simplifier tout ça, parce qu'on n'est pas à la chaîne histoire, on va se concentrer sur le paramètre sexualité, qui est le cœur du sujet et qui est ce qui m'intéresse vraiment. Donc en Grèce, les fêtes orgiaques, elles étaient associées à la divinité Dionysos. Et à Rome, c'était associé au dieu Bacchus. Alors c'est un peu la même chose, parce que les Romains, ils ont importé certaines divinités de Grèce en les changeant juste un tout petit peu. Donc il y a énormément de ressemblances. Donc dans les fêtes orgiaques, on célèbre Dionysos ou Bacchus. Et ce nom vous évoque peut-être quelque chose. Une grappe de vigne. Bah oui, parce que c'est aussi le symbole de la vigne, du vin. D'où le fait qu'on va boire beaucoup aussi. Mais est-ce qu'il y avait du sexe dans ces fêtes orgiaques? Eh ben oui et non. En Grèce comme à Rome, il y avait deux aspects de ces fêtes orgiaques. Une partie culte public, qui était organisée dans la cité, dehors. C'était des processions dans la rue, des compétitions de théâtre. Et là, il n'y avait pas de sexe. C'était vraiment centré sur boire du vin, sur l'extase. Donc c'était des célébrations qui étaient à la fois joyeuses et sauvages, dont le but était en groupe de s'affranchir pendant un temps des inhibitions sociales. Mais vu que c'était public, ça incluait pas de sexe. C'était surtout de la nourriture et boire beaucoup d'alcool. Mais il y avait aussi une partie club privé de ces fêtes orgiaques. Et là, oui, il y avait du sexe. Parce qu'on allait plus loin dans la recherche de l'extase, dans la recherche de transgresser, pour un temps, ces normes et ces conventions sociales. Alors en Grèce et à Rome, ces clubs privés étaient un peu différents. En Grèce, la partie club privé, c'était quasiment exclusivement des femmes, qu'on appelait les ménades. Elles se réunissaient la nuit et elles buvaient de l'alcool, mêlé à du lierre et des plantes hallucinogènes. Elles allaient rechercher en fait de la transe. Les écrits ne disent pas si elles faisaient l'amour entre femmes pendant ces cérémonies-là. On n'a pas retrouvé de traces, donc on n'a pas de réponse précise. Par contre, on sait que ça leur arrivait de dépecer des chèvres à main nue. Un peu gore. Et en fait, ça vient d'où? Vous savez, c'est une célébration pour Dionysos, en Grèce. Et le pauvre Dionysos, il a mal fini. Il a été infidèle, donc il a trompé sa femme. Et sa femme, pour se venger, elle lui a envoyé des titans. Donc des énormes créatures qui l'ont dépecé à main nue. Donc en fait, les ménades, pendant le culte privé, elles reproduisaient la scène où on va dépecer ce pauvre Dionysos qui a été infidèle. Alors, je vous rassure, c'était un peu différent à Rome. Je pense que c'est pour ça qu'on a surtout retenu le terme d'orgie romaine. Parce que là, dans les clubs privés, il y avait du sexe. Ça s'appelait les bacchanales. Vous avez peut-être déjà entendu d'ailleurs parler du scandale des bacchanales. Parce qu'à un moment, ça avait pris tellement d'ampleur que l'État a essayé d'interdire la pratique, qui est juste devenue encore un peu plus privée. Dans les bacchanales, c'était vraiment une recherche d'extase et de profusion. Que ce soit une profusion de nourriture, une profusion de vin, mais aussi une profusion de sexualité. C'était des cultes qu'on appelle des cultes à mystère. C'est-à-dire que c'était réservé à des hommes et des femmes qui étaient initiés et qui avaient promis de garder le secret du culte. Donc le mot orgie, il vient de ces fêtes bacchanales, de ce moment précis-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les orgies d'aujourd'hui, elles ont conservé ce caractère club privé, un petit peu secret, qui est réservé aux membres initiés, où il faut trouver comment les rejoindre, et il faut souvent être parrainé. Mais dans mon imaginaire, dans la Rome antique, on faisait des orgies bien plus souvent qu'une ou deux fois par an. D'où ça vient? Est-ce que c'était vrai? Eh en fait, oui. Juste, c'était pas pendant les fêtes orgiaques, d'où vient le mot orgie. Donc comment faisait l'amour pendant la Rome antique? Comment c'était la sexualité là-bas? Et là, je vous propose de changer totalement de perspective, de mettre comme des lunettes
un filtre et de vous projeter plus de 2000 ans en arrière. Attendez, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochaines. Et de voir comment, si vous viviez à cette époque, vous auriez vu la sexualité. En premier, la prostitution. C'était quelque chose de totalement légal et pas du tout caché. Vous aviez le droit d'avoir recours à une prostituée. Et vous aviez même le droit d'inviter des prostituées chez vous à un banquet pour faire plaisir à vos amis. Et votre femme ou votre mari, il savait que vous pouviez à des moments avoir recours à des prostituées. En dehors du cadre du mariage. C'était pas forcément considéré comme de l'adultère. Et ça, c'était tellement ancré dans la société romaine qu'il y en a qui ont été plus loin. Il y a notamment Timarque, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Lui, il est connu parce qu'il invitait pour ses banquets et pour ses convives des joueuses de flûte. Mais c'était des joueuses de flûte un peu particulières. Donc c'était des prostituées. Et c'était totalement admis d'aller à une fête de Timarque, de voir ces musiciennes qui allaient jouer de la flûte et qui après allaient jouer d'autres choses, sur un autre instrument, une verge. Donc dans cette société, la prostitution, c'est ok. Même si vous êtes marié. Ensuite, ce qui change aussi, c'est la perception de l'homosexualité et de l'hétérosexualité. Et ça, vous vous en doutiez un peu, mais vous allez voir, c'est différent, je pense, de ce que vous pensiez. Déjà, c'est très intéressant de voir qu'il n'existe pas en latin de terme pour ça. Cette dichotomie que nous, on fait entre hétérosexualité et homosexualité, elle n'existe pas. On peut donc être un homme, un citoyen, et conserver son aspect masculin, et pourtant avoir une sexualité avec un autre homme. Ce qui est dénoncé, par contre, c'est le comportement féminin. C'est d'être efféminé. Et là, oui, dans ce cas, vous allez être dénigré. Et on va même potentiellement se moquer de vous en public. Donc le rôle d'actif était bien vu pour un citoyen, mais pas le rôle de passif. Avoir des relations homosexuelles, donc aller sodomiser un esclave ou une personne d'un rang inférieur, ne niait donc pas au caractère de masculinité, de virilité ou de citoyenneté que vous aviez. Ce qui était compliqué, c'est d'exprimer de la féminité. Donc d'être passif et de se faire sodomiser. C'était donc les gens d'un rang inférieur qui se faisaient sodomiser. Et ça, moi, j'étais un petit peu étonnée de le découvrir. Parce que j'étais persuadée que les grands penseurs ou les grands empereurs se faisaient aussi sodomiser. Mais j'ai pas retrouvé exactement de traces de ça, alors que pourtant c'était dans mon imaginaire à moi. J'ai trouvé que par contre ils utilisaient des sextoys entre hommes. Donc ça avait l'air d'être ok d'utiliser un objet pour se pénétrer et explorer son plaisir anal, mais pas de se faire sodomiser directement par un autre homme si on était citoyen. À moins d'être d'accord de potentiellement être sujet de critiques et de railleries. J'ai par contre trouvé des traces dans la littérature qui expliquent qu'à partir d'un certain âge, il peut être toléré pour les hommes âgés d'avoir un rôle de passif. Peut-être qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'ils pouvaient se faire enculer et découvrir le plaisir anal. Mais c'était pas la norme. Ils devaient surtout conserver un rôle d'actif. Ensuite, la sexualité, c'était quelque chose de tellement courant dans la vie de tous les jours que l'art érotique avait sa place dans la maison. Ça veut dire que très concrètement, dans votre maison, il y avait des tableaux sur les murs d'art érotique. On mangeait même dans de la vaisselle avec des scènes érotiques. On voyait très clairement sur de la vaisselle qu'on a retrouvée de gens qui étaient très aisés, un pénis en train de rentrer dans un vagin. Et toute la famille, elle mangeait dans cette assiette-là. C'était ok, ça faisait partie de la vie. C'était tellement pas tabou en fait. Mais la romantique, elle avait aussi des normes et un code social qui réglait aussi tout ce qui a été sexualité. Le comportement sexuel était quand même encadré. On faisait pas n'importe quoi. L'adultère, le viol et les autres abus sexuels étaient vraiment condamnés. Et punis, parfois jusqu'à la mort. Alors attention, ici, il y a quand même deux modulos qui sont très importants par rapport à notre conception occidentale à nous. En premier, ce n'était valable que sur des personnes libres. Vous aviez plus ou moins le droit de faire ce que vous vouliez sur des esclaves ou des prisonniers de guerre. Ce code moral sexuel ne s'appliquait pas à eux. Et pareil, je me suis interrogée parce que je suis tombée sur plein de scènes où on voit des jeunes garçons notamment qui sont en train de se faire pénétrer. Alors la pédophilie était bien interdite sur les petits garçons et les petites filles qui étaient du même rang que vous. Pas sur les esclaves. Mais le paramètre qui explique qu'on voit dans l'art de la romantique des personnes très jeunes en train d'avoir des relations sexuelles, c'est que pour eux, on était mature sexuellement à l'âge de 12 ans. Donc après 12 ans, c'était plus considéré comme de la pédophilie. Et c'est pour ça qu'on voit des adolescents de 12-13 ans en train de se faire initier notamment à la sodomie par des hommes plus âgés. Parce que pour eux, dans leur code moral de l'époque, c'était ok pour un adolescent. Ensuite, la nudité. Il n'y avait pas de nudité. Autant dans la Grèce antique, oui, il y avait de la nudité, mais en fait pas à Rome. Tout le monde ne se baladait pas tout nu. Au contraire, la nudité publique, c'était considéré comme quelque chose d'un peu infâme. Pourquoi ? Parce que c'était réservé en fait aux prisonniers de guerre et aux esclaves, qu'on vendait tout nus. Donc puisque les gens d'un rang inférieur, on les mettait tout nus pour les vendre, eh bien vous n'aviez pas intérêt à vous balader tout nus, comme eux. Le seul endroit où la nudité était autorisée, c'était dans les thermes, un petit peu nos saunas de l'époque. Voilà, tout le monde était tout nu, c'était toléré. En fait, pour bien comprendre l'esprit de la sexualité pendant la Rome antique, il faut comprendre la norme principale morale qui réglait la société à l'époque. C'est ce qu'on appelle pour les hommes virtus et pour les femmes pudicitas. Et là, ça signifie à l'époque une très forte importance sur l'autodiscipline et la retenue. Mais comment ça s'applique au sexe, ça ? En fait, l'homme, le citoyen, donc masculin, devait essayer d'atteindre cette virtus.
Cette qualité masculine qui mêlait force, morale et énergie. C'était donc une masculinité qui était fondée sur la capacité à se maîtriser soi-même et à pouvoir diriger les autres de rang inférieur de soi. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ce code moral, il s'appliquait bien sûr en politique, à la guerre, mais il s'appliquait aussi dans un lit. C'est ce qu'on appelle la cantarella. L'homme devait garder cette maîtrise sur lui, cette retenue, cette virtus, pendant qu'il faisait l'amour. Et la femme, elle avait un peu la même chose, cette pudicitia. Alors dans pudicitia, bien sûr, on entend le mot pudeur, mais heureusement, ce n'était pas du tout limité qu'à ça. Il y avait une signification plus positive. Il fallait aussi faire preuve d'autodiscipline et de retenue. Mais c'était aussi savoir intégrer un aspect de compétition, de savoir mettre en avant ses attraits, ses atouts de femme, et de maîtriser ce côté attraction et caractère féminin. Cette puissance féminine, en fait. Et dans les deux cas, vous en doutez, aussi bien pour hommes et femmes, tout ce qui allait être trop de passion, donc en fait qui exprimait un manque de maîtrise de soi, était vraiment critiqué. Donc du sexe, mais sans trop de passion, sans perdre le contrôle, sans perdre la maîtrise de soi, à part dans des moments très précis, comme les fêtes orgiaques, où le but était justement, à ce moment-là, être dans l'extase, de perdre le contrôle, de lever toutes les inhibitions sociales. Mais le reste du temps, le sexe reste dans une forme de retenue, de contrôle de soi. Et c'est marrant parce que dans retenue, il y a plein de gens qui doivent s'imaginer justement qu'il n'y a pas de sexe à plusieurs. Eh bien si, ça n'a rien à voir. C'est juste que pendant que vous pratiquez, vous restez en contrôle de ce que vous êtes et de ce que vous faites, sans vous laisser déborder par de la passion et par vos émotions. C'est très différent. Mais en fait, la sexualité pour la Rome antique, c'est associé à quoi? C'est associé au pouvoir. Et c'est pour ça que les pratiques sexuelles, elles vont être régies aussi bien par la religion que par l'État. Et surtout à l'époque, c'était un peu mélangé. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que la religion romaine, elle affichait très clairement partout la sexualité comme liée à la prospérité de l'État. Et Cicéron, un grand penseur de l'époque, alla même plus loin. Il désigna la libido, donc le désir sexuel, comme la pépinière de la République. Est-ce que vous imaginez cette scène aujourd'hui? Macron qui parle à la télé et qui nous dit « Les gars, la sexualité, c'est le terreau fertile de la République et de la France. » Vous vous rendez compte à quel point la sexualité, c'était pas tabou et à quel point la sexualité, c'était même valorisée par toute la société, par l'État et par la religion. Pas du tout par contre comme aujourd'hui. Bon, on va être très clair, c'était aussi lié au fait qu'on voulait que les gens fassent des enfants. Il fallait se reproduire, il fallait de la fertilité, il fallait que les gens fassent de l'amour pour avoir plus de citoyens. Pour que les gens engendrent, c'est mieux si c'est pas tabou de faire l'amour. Donc on est vraiment dans une approche de sexualité qui est pas du tout comme celle qu'on a aujourd'hui. Et sexualité et pouvoir, dans la Rome antique, ça a été poussé parfois à son extrême. Vous avez peut-être entendu parler de l'empereur Tibère. Il a souvent ensuite été utilisé comme figure de l'empereur débauché. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait créé sa propre troupe de théâtre. Mais une troupe de théâtre un peu spéciale, qui mimait des actes érotiques et pornographiques. Les jeunes acteurs qu'il avait recrutés et formés se livraient devant tous ses convives pendant des grands banquets à ce qu'il avait appelé des sprintiae. Sprintiae, ça vient de sphincter. Sphincter, c'est quoi? C'est l'anus. Donc en fait, il s'agissait de spectacles d'enculades en série, où les jeunes acteurs s'enculaient en série devant tout le monde. Et ensuite, quelques années plus tard, il y a Néron, qui lui aussi, en tant qu'empereur, illustre bien ce rapport entre sexualité et pouvoir. Lui, il est connu parce qu'il faisait des festins de midi à minuit. Et son but était de rassasier dans l'intégralité, sur tous les sens, ses convives. C'était des longs banquets. Il y avait bien sûr une profusion d'alcool, de nourriture. Il y avait de la musique pour l'oreille. Il y avait des fleurs qui tombaient du ciel pour les senteurs et la vue. Mais il y avait aussi des esclaves pour vous satisfaire. Et ça se faisait même devant tout le monde, pendant le moment du banquet. Vous pouviez continuer à manger, à boire votre vin, et en même temps à vous faire satisfaire par un esclave. Ou un esclave, si vous aviez envie d'enculer quelqu'un. Donc ok, vous voyez que le sexe à plusieurs était pratiqué, aussi bien pendant les fêtes orgiaques que pendant d'autres moments de la vie. Et vous voyez surtout que le sexe, il avait une autre morale. Il n'était pas en fait tourné vers la débauche. C'était juste qu'ils avaient leurs propres règles et leurs propres us et coutumes à eux. Mais d'où ça vient alors qu'on associe, chez nous dans l'imaginaire, orgie à débauche? Et pas juste comme une coutume différente qui daterait d'une autre époque. Eh bien ça vient de ce que j'appelle la réécriture chrétienne. En fait, cette critique qu'on a des orgies, des grands banquets avec la profusion de nourriture, elle vient des premiers chrétiens, qui ont en fait réécrit l'histoire. L'idée pour eux a été de prendre des exemples de ce que faisaient les Romains et de les pousser à l'extrême pour réprouver ces coutumes, réprouver ces mœurs et les faire contraster avec la morale chrétienne. Donc en fait, au moment de la christianisation, la morale sexuelle a changé. Les pratiques autrefois libres, qui étaient acceptées ou tolérées pour les plus extrêmes, sont devenues tabous sous l'influence justement de cette doctrine et de cette morale chrétienne. Et c'est avec cette morale chrétienne justement qu'on a interdit la nudité dans les termes, qu'on a interdit l'homosexualité, qu'on a interdit tout cet érotisme qui était public, lié au pouvoir et toléré, qu'on a interdit cette sexualité à plusieurs.
Et ça a même été plus loin, parce qu'en fait, il y a eu une redéfinition de ce qu'on appelle la luxure par la morale chrétienne. Ce qui autrefois était vu comme beau, comme une célébration de la vie, le fait de faire l'amour pendant des fêtes, est devenu péché, est devenu symbole de décadence, est devenu symbole de luxure. Et ça a même été plus loin. La luxure a été associée à l'œuvre de Satan, pour vraiment que les gens n'aient pas envie d'aller sur cette pente-là. Donc d'un coup, tout ce qui va être sexualité va être soumis à des jugements moraux qui vont être très stricts, de la doctrine chrétienne, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir au-dessus. Et ça va même plus loin parce que tous ces grands banquets qu'il y avait pendant les fêtes orgiaques, mais qu'il y avait aussi pendant les autres scènes de sexualité, et bien même la partie nourriture, la partie excès de vin va être critiquée, en l'associant à la gloutonnerie, en l'associant à l'excès, en l'associant au péché. Donc tous les paramètres de ces fêtes et tous les paramètres de cette sexualité qui étaient différentes, ils vont être critiqués et devenir tabous. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, en fait ? Déjà que les orgies, donc ce sexe à plusieurs, ça restait quelque chose d'occasionnel et pas qu'on faisait tous les jours. Et c'était pas accessible à tout le monde. On a aussi vu qu'il existait vraiment une société qui voyait la sexualité très différemment de nous, avec pas du tout la même morale sexuelle que nous on a. La sexualité, c'était quelque chose qui était lié au pouvoir, comme on l'a vu, et qui a vraiment été utilisé par les grands empereurs, et pas quelque chose qui était lié à la passion ou à l'amour quelque part. On a donc vu cette approche différente du sexe qui peut exister, où le terme d'homosexualité n'existe même pas, et où c'est ok pour un homme de pouvoir en enculer un autre, où le sexe n'est pas tabou, où l'État va même dire que la libido, le fait d'avoir du désir sexuel, c'est la pépinière de la République, où la prostitution est autorisée. Et on a vu comment d'un coup, le regard sur la sexualité peut changer. On a vu que ce qui est totalement un moment acceptable et intégré dans la société, et même mené au statut de fête, devient tout d'un coup tabou. Donc comment les choses peuvent changer très vite en matière de sexualité, sur le regard et la perception qu'on a. Et là, j'ai un petit exemple qui me vient en tête. Imaginez, on est envahi par les hindous, végétariens. Et là, du jour au lendemain, les Français, qui sont habitués à manger de la viande, manger de la viande devient quelque chose de tabou et de péché. Donc on change de regard sur quelque chose qui était vraiment courant dans nos habitudes, manger de la viande, qui est un moment sociable, un moment de partage, un moment acceptable, et qui d'un coup deviendrait péché et tabou, et qu'on n'aurait plus le droit de faire. Donc vous voyez, notre vision de la sexualité aujourd'hui, elle a été façonnée par tout ça. Elle a été façonnée par l'imaginaire des récits qu'on a gardés, de la Rome antique et de la Grèce. Mais c'est aussi façonné par tous ces écrits chrétiens qui vont pousser ce caractère d'orgie dans tout ce que ça a de décadent. Parce que c'est ça qu'ils avaient envie de mettre en avant, pour illustrer leurs propos. Et la vision qu'on a aujourd'hui des orgies, c'est celle des films, c'est celle des livres, c'est celle des nouvelles orgies qui se recréent. Ce que j'en retiens vraiment d'applicable, moi, c'est plusieurs choses. C'est déjà que la sexualité à plusieurs, elle a presque toujours existé, et que c'est quelque chose d'ok, qu'on peut pratiquer si on en a envie, et qu'on peut ne pas pratiquer si on ne souhaite pas le faire. Mais juste que c'est un paramètre de liberté que vous pouvez choisir, d'interroger. Mais c'est aussi peut-être le sous-entendu qu'une sexualité de 1 avec 1, donc à 2 seulement, n'est pas forcément l'unique modèle qui existe. Et ça n'a pas à être la seule référence. Ce ne serait qu'une partie du champ des expériences possibles. J'en retiens aussi qu'à un moment, il n'existait même pas de terme en latin pour séparer hétérosexualité et homosexualité. Et qu'on pouvait être citoyen, qu'on pouvait être viril, et pourtant avoir une relation sexuelle avec quelqu'un du même sexe que soi. Je retiens aussi bien sûr que le sexe, c'était une façon de célébrer la vie. Et ça, moi, c'est tellement ce que je prône. Le sexe, c'est la vie. Le sexe, ça a quelque chose de spirituel. Et j'aime bien que cette sexualité, elle ait été intégrée à un moment sur des fêtes religieuses. Parce que les deux n'ont pas à être opposés. Le sexe, c'est vraiment une célébration de la vie. Et aussi, ce que j'en retiens, c'est que la vision du sexe, elle est formatée par la société dans laquelle on est. Et que cela peut évoluer très vite. Comme ça a été le cas quand les premiers chrétiens sont arrivés. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés. Alors allez-y. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir et à avoir une connexion profonde avec leur partenaire, quel que soit leur âge et leurs conditions physiques.